présente pour ce deuxième webinaire du Réseau national Génopsy, qui va porter aujourd'hui sur l'intérêt de la neuromodulation dans les maladies rares du neurodéveloppement. La neuromodulation, c'est la stimulation ciblée du système nerveux par stimuli électriques ou chimiques pour moduler son activité. Elle offre de nouvelles perspectives thérapeutiques actuellement pour un large éventail de troubles neurologiques et de troubles psychiatriques. On va s'y intéresser aujourd'hui dans le cadre des maladies rares parce que les maladies rares, souvent, sont difficiles à prendre en charge par manque de compréhension de la physiopathologie et manque d'options thérapeutiques. Dans ce cadre, la neuromodulation présente un potentiel prometteur pour permettre des traitements alternatifs, personnalisés, avec une meilleure qualité de vie et peu d'effets secondaires. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons fait appel à nos trois intervenantes expertes, professeure Anne Sauvager, psychiatre au CHU de Nantes et responsable du CRMR Génopsy nantais, Madame Adélaïde Prévotel, ingénieure de recherche au CHU de Nantes également, et Madame Sophie Biette, présidente de l'association ADAPI Loire-Atlantique, association qui accompagne les enfants et adultes concernés au sein d'établissements et services spécialisés. C'est tout bon pour moi. Je vous donne la parole. Anne, Adélaïde et Sophie, c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous sommes Anne, on ne vous entend pas. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc, je vais faire le partage d'écran. Est-ce que tout le monde entend bien? Si on se rapproche de l'écran. Et on voit bien l'écran. Voilà. Donc, normalement, vous devriez bien voir l'écran et bien nous entendre. Donc, nous allons faire une intervention partagée donc, à trois voix avec Madame Sophie Biette, qui est présidente de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Oui, bonjour. Je suis la présidente et je suis aussi parent concerné, puisque j'ai un de mes enfants qui présente un autisme assez sévère. Il n'a pas encore utilisé ces techniques, mais ça pourrait peut-être lui arriver un jour. Madame Adélaïde Prévotel. Bonjour, donc moi du coup je suis ingénieure de recherche clinique dans le service OCTIP du professeur Sauvager à l'hôpital de Nantes. Donc nous allons commencer d'emblée à présenter ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Donc les troubles du neurodéveloppement peuvent associer le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de la coordination motrice, les troubles du développement intellectuel, les troubles spécifiques des apprentissages comme la dyslexie, la dyscalculie, le syndrome des tics et de Gilles de la Tourette, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de la communication au sens large. Ils peuvent être concomitants entre eux et ils sont très souvent associés à d'autres pathologies de façon plus fréquente que dans la population générale. Ils peuvent être associés également à des troubles psychiatriques comme les troubles de l'humeur et des troubles non psychiatriques comme par exemple l'épilepsie. Ces différents troubles peuvent se développer tout au cours de la vie et présentent une première problématique de parfois ne pas être repérés tout de suite. Il y a un risque d'usage de traitements divers non adaptés, voire délétères, souvent médicamenteux, qui sont proposés lors de l'expression de comportements, problèmes ou défis, par exemple des comportements inadaptés ou avec un retentissement familial. Et il faut savoir qu'une investigation diagnostique et clinique est indispensable préalablement à toute prescription de thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc nous allons nous poser la première question. Oui, alors une fois que ce cadre est posé, en fait, nous, les personnes intéressées, mais en quoi consiste cette technique de neuromodulation? Merci pour cette question. En effet, les techniques de neuromodulation en psychiatrie nécessitent d'être mieux connues par les professionnels et les personnes qui peuvent en bénéficier. Donc, de façon générale, en psychiatrie, on va séparer celles qui sont invasives, celles qui sont non invasives, mais avec un potentiel convulsif à but thérapeutique, mieux connu sous le terme d'électroconvulsivothérapie, et enfin celles qui sont non invasives et non convulsives, comme la stimulation magnétique transcrânienne ou RTMS, et celle à courant direct continu transcrânien ou la TDCS. Le principe de l'électroconvulsivothérapie est, grâce à l'aide d'un stimulus électrique, pratiqué sous anesthésie générale,
de provoquer une crise convulsive généralisée et contrôlée à but thérapeutique. Donc, durant cette séance qui dure quelques minutes, il y a une surveillance clinique et électroencéphalographique qui permet d'accompagner le patient en toute sécurité avant qu'il passe en salle de réveil. Les séances doivent être répétées pour être efficaces. La stimulation magnétique transcrânienne, donc méthode non invasive, n'a pas besoin d'anesthésie générale pour être réalisée. Elle peut être réalisée en ambulatoire. Vous voyez une bobine qui est appliquée à droite sur le cuir chevelu du patient. Le mécanisme d'action consiste à moduler les réseaux neuronaux en appliquant cette bobine qui va créer un champ magnétique sur le scalp et qui va venir modifier l'activité des neurones en regard. Ce sont des dispositifs médicaux avec un marquage CE. Ce qu'on veut dire, ce sont des machines qui ont traversé tout un tas d'autorisations nécessaires pour pouvoir être appliquées dans le champ de la santé. Ce sont des produits de santé au même titre que les médicaments, par exemple. On va passer maintenant à la TDCS. Voilà, donc là maintenant, on va vous présenter donc la TDCS, donc à savoir la stimulation transcrânienne à courant direct. Voilà, il faut savoir que ça ressemble énormément à la RTMS. Donc juste au niveau de la définition, c'est un courant de faible intensité circulant entre deux électrodes qui va venir stimuler les régions spécifiques du cortex cérébral. Donc au niveau des atouts, ils sont nombreux. Donc comme l'a dit Anne, c'est reconnu par un marquage CE, donc c'est un dispositif médical. C'est facilement transportable, c'est une technique non invasive et comme vous allez le voir par la suite, il y a peu d'effets secondaires. Là, ensuite, sur la prochaine diapositive, on va vous présenter différents types. Donc, il faut savoir qu'il en existe plusieurs. Le type plutôt Neurocon, StarStim et Suma. La particularité qu'on peut voir sur le StarStim, c'est qu'il a une modélisation 3D qui, du coup, peut être très utile pour certaines pathologies. Eh bien, dites donc, ça fait une jolie panoplie d'outils, mais à quoi servent-elles pour répondre à quels symptômes, quels problèmes que peuvent avoir les personnes, et puis surtout, peut-être utiliser à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Merci pour cette question qui est très large mais très très pratique. Donc, ces différentes techniques peuvent être proposées. Donc là, notre présentation est principalement adressée pour l'âge adulte et l'âge avancé, donc chez les patients qui sont en âge gériatrique, mais ils peuvent tout à fait aussi s'adapter à des patients qui pourraient être plus jeunes, âge adolescent, voire un petit peu plus jeunes. Donc c'est l'occasion de dire que si on est en dessous de 18 ans, il faut un avis d'un collègue qui fait de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et à un âge très avancé, c'est très intéressant aussi d'avoir recours à un avis d'un psychiatre qui est formé à la psychiatrie de la personne âgée. Donc, premièrement, l'électroconvulsivothérapie, comme on l'a vu, donc ces indications qui sont présentées là ne sont pas exhaustives, mais elles sont principalement utilisées pour traiter des patients qui ont un trouble de l'humeur très sévère, ou bien chronique, ou bien résistant, avec un taux de réponse très intéressant. Donc, il y a un effet à la fois antidépresseur, on peut aussi agir pour les patients qui ont des troubles bipolaires sur leur accès maniaque ou hypomaniaque. Il y a aussi une action thymorégulatrice pour prévenir les rechutes également à long terme, puisque ce sont des thérapeutiques qu'on peut utiliser sous forme de cure pour sortir d'un épisode dépressif, par exemple, mais qui a un intérêt aussi dans la prévention des rechutes. Et donc, on peut être amené à utiliser en espaçant les séances sur du plus long terme. Pour les personnes qui ont un trouble schizophrénique, et en particulier résistant aux traitements médicamenteux, dont la clozapine, avec des symptômes très envahissants et entraînant beaucoup de souffrance, eh bien, ça peut être également proposé. Et enfin, lorsque les patients présentent des conduites suicidaires qui peuvent engager leur pronostic vital, parce que les conduites suicidaires sont répétées ou très, très intenses, eh bien, l'ECT peut tout à fait aussi être intéressant. Dans la stimulation magnétique transcrânienne, on va dire qu'aujourd'hui, les deux applications les plus couramment admises avec un niveau de preuve important, reconnu dans la littérature internationale, c'est l'épisode dépressif, donc la dépression, et les hallucinations auditives résistantes, avec un niveau de preuve un peu moins important que dans la dépression, pour les patients qui se plaignent d'hallucinations qui n'ont pas été suffisamment traitées par les traitements médicamenteux. Pour la TDCS, eh bien, la stimulation de type électrique par courant direct, aujourd'hui, a un niveau de preuve reconnu dans la dépression, intéressant mais moins prouvé
dans les hallucinations auditives et au stade de la recherche, elle peut être utilisée dans le cadre de syndromes catatoniques ou de troubles anxieux. On a mis 3 petits points puisqu'il y a de nombreux courants de recherche. Un petit rappel, le syndrome catatonique, c'est un syndrome psychomoteur qui peut entraîner des états, on va dire de façon un petit peu vulgarisée, de léthargie où les personnes sont carrément immobiles et peuvent alterner avec des états d'agitation et avec cette alternance qui peut dénoter d'une atteinte cérébrale importante qui peut requérir l'intérêt de soins par neurostimulation. Alors, question suivante. Oui, alors donc là, vous avez bien décrit tous les outils et présenter tous ces outils, mais en même temps, en quoi elles peuvent être utiles aux personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement que vous avez décrits euh, principalement, parce que là, on a plutôt l'impression d'entendre qu'il s'agit de troubles psychiatriques. Donc, j'ai bien entendu qu'il y avait un lien entre troubles psychiatriques plus fréquents que dans la population ordinaire avec pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait, avec grand plaisir. Alors, comme on l'a vu, donc les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement sont plus exposées à avoir des troubles psychiatriques. Selon le degré d'accès au langage, à la communication, eh bien, des fois, les diagnostics peuvent être assez difficiles. Ça peut être compliqué de poser le diagnostic de dépression, le diagnostic d'hallucination. Donc, l'importance de l'évaluation clinique faite avec les proches, avec les soignants, avec les aidants, avec la famille, est vraiment fondamentale pour formuler une hypothèse diagnostique. Et comme on l'a vu, ces techniques de neurostimulation, de neuromodulation peuvent être proposées dans des cas d'urgence ou des cas de résistance au traitement à des personnes qui ne présentent pas de troubles du neurodéveloppement, mais elles peuvent être proposées dans le cadre de personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement. On a mis des toutes petites vignettes cliniques de cas qui peuvent se présenter dans notre pratique clinique. Par exemple, si nous avons dans notre patientèle, donc adressé, on a eu récemment donc, un patient qui nous a été adressé qui est porteur d'une trisomie 21, qui présente des signes de dépression avec un syndrome de régression. Il a eu une prescription de traitement antidépresseur classique. Malheureusement, il a mal toléré les antidépresseurs et donc nous sommes en train d'examiner l'intérêt d'une indication d'électroconvulsivothérapie, comme toute personne qui pourrait souffrir de dépression. Un autre exemple pour les hallucinations résistantes, nous avons eu à prendre en charge une jeune patiente qui a une double mutation génétique totalement fortuite, qui présente un tableau de troubles de déficience du développement intellectuel et qui, à l'adolescence, a développé des symptômes schizophréniques, dont des hallucinations extrêmement invalidantes, envahissantes. Les traitements médicamenteux basés sur les antipsychotiques atypiques n'ont pas permis de diminuer cette intensité d'hallucination. De plus, il y a eu des effets indésirables de type prise de poids qui ont été très embêtants pour elle. Donc, l'instauration d'un traitement par ECT, électroconvulsivothérapie, a permis une diminution importante de ces hallucinations et de lui restaurer une qualité de vie lui permettant de garder une vie sociale, par exemple. Et enfin, dans les conduites suicidaires, ou en tout cas les conduites, on va dire, d'automutilation ou des conduites où les personnes se font du mal, d'auto-agressivité, l'ECT nous a permis de régler certaines situations chez des patients qui ont présenté un trouble du spectre de l'autisme et qui voilà, avaient des conduites d'automutilation très sévères avec des atteintes, par exemple, au niveau des yeux, au niveau de la langue. Et ça nous a permis de sortir de situations vraiment compliquées, avec l'hypothèse que ces patients souffraient probablement de dépression. C'était très difficile à dire puisqu'ils avaient aussi un déficit intellectuel important associé. Donc, les communications verbales étaient un petit peu compliquées. Alors, pour la stimulation magnétique transcrânienne, de la même façon, si l'état de dépression n'est pas trop intense, n'est pas trop sévère, on peut le proposer à la condition que le patient comprenne quand même un petit peu l'intérêt du dispositif médical. Parce que là, sous la bobine, vous voyez, il faut rester en fait, on va dire, calme et attentif pendant le temps de la séance, qui peut être très bref, des fois 3 minutes, des fois ça peut être un petit peu plus longtemps, mais on l'a déjà proposé à un patient qui avait pareil, des problèmes donc, de déficience intellectuelle avec des troubles obsessionnels compulsifs et une dépression et qui tolérait mal les médicaments. Il
Pour les hallucinations auditives résistantes, pour la patiente dont on parlait tout à l'heure, qui a présenté une contre-indication récente à l'électroconvulsivothérapie, puisqu'elle présente un syndrome d'apnée du sommeil avec un risque de dépression respiratoire, eh bien, nous sommes amenés à lui proposer donc un switch, donc un changement de stimulation en passant de l'ECT à la RTMS. Et enfin, pour la TDCS, donc pour la stimulation transcrânienne à courant direct, eh bien, nous avons été amenés à proposer, alors pour des très jeunes adolescents et enfants de plus de 10 ans, cette technique en collaboration avec nos collègues psychiatres de l'enfant et de l'adolescent, cette technique pour la prise en charge d'hallucinations auditives résistantes et pour des personnes également atteintes du trouble du spectre de l'autisme, une indication pour la dépression. Donc les séances doivent se répéter tous les jours pour la TDCS. C'est en général une trentaine de minutes pour la dépression. Voilà, ça varie selon les techniques de neuromodulation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça paraît des techniques quand même qui sont non invasives et non douloureuses. En revanche, je vois que ce sont quand même des outils qui peuvent être fragiles, qu'il faut bien utiliser. Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que ça peut être intéressant d'associer toutes ces pratiques, ce qu'on appelle de l'habituation, de la consultation blanche, de la présentation de ce matériel auprès des personnes qui accompagnent au quotidien, pour que en fait, les personnes puissent apprendre aussi et se saisir de ce que c'est. Voilà, ajouter. Donc, que ça a l'air d'être quand même assez intéressant. Donc, qu'en est-il de la tolérance? Parce que ça n'avait pas l'air en tous les cas de faire mal, mais est-ce qu'il y a des effets secondaires? Tout à fait. Ça, c'est une question très importante qu'il faut amener aux patients. Et c'est vrai, ce que vous dites est très vrai, c'est le rôle de la formation est très important, aussi bien auprès des soignants et aussi des proches et des aidants, puisqu'ils font partie pleine et entière du déploiement de ce soin. Alors, la tolérance, elle est la suivante. Pour l'électroconvulsivothérapie, il y a d'abord les effets liés à l'anesthésie générale. C'est pour ça qu'il faut l'autorisation d'un anesthésiste pour pouvoir proposer ce soin. Dans l'immédiateté après la séance et de façon transitoire, donc les patients peuvent avoir mal à la tête, peuvent présenter des nausées, des courbatures, de la confusion. Normalement, ces effets sont, lorsqu'ils existent, sont transitoires et n'empêchent pas forcément la répétition d'une prochaine séance. À moyen terme, ce qui peut ressortir le plus souvent, ça va être des plaintes mnésiques des patients. Donc, à chaque fois qu'il y a des plaintes, on va examiner l'intérêt de poursuivre la technique utilisée, s'il y a un bénéfice certain, au regard des plaintes, des effets indésirables ou des effets secondaires rapportés par la famille, si le patient n'est pas en état de se plaindre, ou par le patient lui-même. Pour la stimulation magnétique transcrânienne, la principale contre-indication est la présence d'un objet métallique intracrânien et les principaux effets indésirables sont le plus souvent bénins et transitoires. On peut avoir un peu mal à la tête, être fatigué, avoir des acouphènes. Ces effets n'empêchent pas la poursuite des séances et de façon très rare, on peut présenter une crise comiциale, mais c'est lorsqu'on va stimuler certaines zones du cerveau par rapport à d'autres ou si on souffre d'épilepsie avec un médicament qui n'est pas encore assez efficace. Pour la TDCS, la stimulation transcrânienne au courant direct. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a plutôt une très bonne tolérance au niveau des effets secondaires. Voilà. Donc certains patients nous ont rapporté des céphalées, quelques rougeurs cutanées du coup à l'endroit où les électrodes ont été placées. Et exactement comme du coup la RTMS, les effets secondaires sont de type modéré à léger et du coup sont plutôt transitoires. Alors, c'est très important de préciser que toutes ces techniques doivent être faites sur surveillance soignante avec une indication médicale, une surveillance déjà du respect des séances, de leur durée, et puis aussi de surveiller sur du court terme et du plus long terme ce que les patients vont pouvoir rapporter. Donc, on incite les personnes qui écoutent à être très prudents quant à la possibilité de mésusage, surtout lorsqu'il y a du matériel qui peut être portatif et utilisé dans certains cas voilà, très, très bien ciblés, très bien encadrés, à domicile ou dans le lieu de vie des personnes qui auraient besoin de ces traitements. Oui, ben justement, pour savoir si on peut l'utiliser facilement et s'il n'y a pas de danger, est-ce qu'il y a quand même des études en cours sur ce sujet? Alors, c'est une véritable question fondamentale. Très souvent, les personnes qui sont désignées comme vulnérables dans la loi sont exclues des études cliniques par une volonté de protection, mais ça veut dire qu'à côté, il est très important de pouvoir proposer Encore des 5 minutes max. recherches
Alors, s'il y a des personnes qui ont un micro, merci de l'éteindre. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est un petit intermède impromptu, mais c'est l'usage pour les webinaires. Donc, il est important, voilà, de pouvoir proposer des études qui sont spécialement adressées, donc spécialement adaptées aux personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement et qui auraient besoin de techniques de neuromodulation. Alors, à ce sujet, donc on a le plaisir de vous informer qu'une étude va bientôt débuter dans les mois qui viennent entre différents centres, qui est portée par nos collègues de Lyon, en particulier l'équipe du professeur Caroline Demilly et de notre collègue Jérôme Brunelin, qui ont, dans la littérature, fait une première publication récente montrant l'intérêt de la stimulation à courant direct continu, donc la machine TDCS qu'on a vu tout à l'heure, pour les patients qui ont un syndrome de trisomie 21 et qui présentent, et c'est quelque chose d'assez fréquent chez ces patients-là, chez ces personnes-là, qui peuvent présenter un syndrome catatonique et pour lesquels les approches médicamenteuses peuvent être très limitées puisque la tolérance médicamenteuse peut être rapidement très très faible par rapport aux médicaments. Donc l'intérêt d'avoir proposé cette technique chez 2 patients a montré donc avant la TDCS et après la TDCS qu'il y avait une diminution des symptômes d'ensemble de la catatonie après une cure de TDCS. Et partant de ce constat, nous avons conçu avec les collègues de Lyon une étude qui s'appelle TOTORO et qui vise à proposer la TDCS dans un cadre plus large de patients qui présentent un syndrome de trisomie 21 avec un syndrome catatonique, donc qui visera à évaluer l'efficacité de la TDCS active versus la TDCS placebo, c'est-à-dire on met le bonnet sur la tête avec l'anode et l'électrode positive et négative, mais on ne le fait pas marcher parce que c'est important de montrer que la TDCS active est efficace par rapport à la TDCS placebo et on fera une évaluation évidemment de l'efficacité de la technique, mais aussi de la tolérance cognitive avec différentes échelles d'évaluation qui sont faites tout au long de l'étude. Il y a Dr Sauvaget, quel message clé à retenir pour les patients je vais vous poser, et moi pour les proches, mais pour les aidants, en tous les cas que je suis, il me semble que c'est très important que ce soit connu dans la palette des actions possibles sur les comportements très problématiques qui ont un impact extrêmement fort et très délétère sur les proches et sur les personnes qui s'en occupent au quotidien, qui font qu'il y ait certaines personnes qui finissent par être exclues de toute vie sociale et qu'on peut retrouver voilà, dans des couloirs fermés. Et que jusqu'ici, voilà, il n'y a pas, peut-être pas, les médicaments, vous en avez parlé, peuvent avoir des effets délétères sur certains profils. Heureusement, il y en a des bons médicaments qui permettent aux personnes de se relever, mais c'est bien que la psychiatrie puisse se doter d'autres outils. Donc voilà mon message clé à retenir, donc le vôtre. Merci. À continuer. Je pense qu'on est tout à fait complémentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui à l'heure où nous faisons ce topo, et ce topo étant fait à un moment donné et pouvant tout à fait évoluer avec l'avancée des connaissances, c'est que devant toute personne présentant un trouble du neurodéveloppement avec un diagnostic de trouble psychiatrique ou d'autres troubles associés, il faut vraiment pouvoir mener toutes les investigations nécessaires, donc biologiques, paracliniques, pratiques par exemple d'une imagerie cérébrale pour pouvoir se dire, ben, voilà, on pense qu'il y a tel trouble, pour proposer ensuite une médecine personnalisée, puisque 2 personnes qui peuvent avoir une dépression n'auront pas forcément les mêmes symptômes, les mêmes intensités de symptômes, donc chaque situation est particulière, j'en dire encore plus dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, et qu'aujourd'hui, le message à retenir, c'est que les techniques de neuromodulation peuvent constituer une alternative pour les patients qui ne toléreraient pas bien les thérapeutiques médicamenteuses, qui n'auraient pas aussi accès aux psychothérapies ou aux interventions non médicamenteuses au sens large, soit pour des problèmes de communication, par exemple d'absence totale d'accès au langage, ou bien pour des problèmes de précarité financière ou d'accès aux soins qui ne seraient pas possibles, et qu'enfin, les personnes qui présentent des résistances aux thérapeutiques
doivent pouvoir se voir proposer des alternatives. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut appliquer en première ligne ces techniques de neuromodulation, sauf en cas d'urgence extrême, par exemple, conduite suicidaire, et qu'on doit respecter différentes lignes de traitement, mais que le propos est de déjà mieux les connaître pour pouvoir les proposer à un stade adéquat. On vous remercie pour votre attention et on redonne la parole à l'animateur. Eh bien, merci beaucoup Anne Sauvager, Adélaïde Prévotel et Sophie Viette pour votre présentation qui était très éclairante sur la neuromodulation et leur intérêt dans les maladies rares du neurodéveloppement. Alors, je vais pour vous, vous faire remonter les questions du chat. Donc, nous avons une question sur le follow-up à 1 mois. Je pense que ça concerne le protocole Totoro. Follow-up à 1 mois, toujours bas pour un patient, rechute pour l'autre. Est-ce qu'on a des explications sur l'efficacité ou non du traitement à long terme? Je pense que c'est ça la question. Merci. Oui, merci pour cette question. Alors justement, c'est l'une des nombreuses questions que se pose l'étude. Et par rapport, pour rentrer un peu plus dans le détail des techniques de neuromodulation, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, les hypothèses, en tout cas des mécanismes, c'est que d'une part, ça permet d'avoir une action directe sur les circuits neuronaux qui sont impliqués dans les troubles psychiatriques, par exemple, qui vont réguler l'humeur, qui vont réguler le comportement, les fonctions cognitives. Donc, ça va permettre de rééquilibrer des circuits qui sont impactés par les maladies. Il y aurait aussi également des mécanismes anti-inflammatoires. On sait que de nombreuses pathologies psychiatriques aujourd'hui n'ont pas une physiopathologie très très bien connue et c'est l'un des axes d'action des techniques de neuromodulation. Il y a aussi des actions sur la synaptogénèse et la neurogénèse, c'est-à-dire la faculté des neurones et des synapses à se régénérer, notamment dans certaines zones cérébrales comme les zones de la mémoire, les zones du cortex préfrontal dorsolatéral, hein, toutes ces zones qui sont impliquées dans la régulation de l'humeur, du comportement, des émotions. Et ce qui est encore, j'ai envie de dire, plus mystérieux, c'est l'action de ces techniques sur des personnes qui présentent des anomalies dans leur développement cérébral depuis la naissance et avec leur développement dans l'environnement, de l'efficacité, mais aussi des effets secondaires. Donc le paramétrage de l'étude telle qu'elle a été faite, elle, en fait, souvent, c'est très classique, hein, elle va se calquer sur ce qui est connu chez des personnes qui n'ont pas de troubles du neurodéveloppement, avec l'hypothèse suivante, c'est qu'aujourd'hui, on n'en sait pas encore assez pour dire combien de séances il faudrait faire, s'il faut faire plusieurs séances par jour, s'il faut attendre un certain temps pour avoir une rechute avant de faire des séances pour remonter d'un nouvel épisode qui pourrait arriver, ou s'il faudrait faire des séances systématiques, espacées petit à petit après une cure qui aurait permis à un patient de bien répondre, en tout cas d'avoir une efficacité du traitement. Donc, toutes ces questions sont présentes dans l'esprit des cliniciens et des chercheurs, et c'est pour ça qu'on essaye de concevoir des méthodologies d'études qui permettent de répondre à toutes ces questions. Super, merci beaucoup. J'en profite parce qu'on a eu un éclairage en même temps dans le chat qui nous explique, a priori, pour les 2 personnes mentionnées, en tout cas, c'est décrit dans la littérature qu'il y a une amélioration, mais à 1 an. Voilà, à 1 an, avec 1 an de recul et sans rechute dans la trisomie 21. Alors, je vais vous laisser un petit temps pour, si vous le souhaitez, vous exprimer en réactivant vos micros, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'oral. Sinon, j'enchaînerai avec mes questions. Alors, pas de questions a priori. Si, professeur Demilly. Alors moi j'ai une question pour toi, Anne. Merci beaucoup pour ton intervention, que j'ai trouvée très claire, comme d'habitude, hein, très intéressante. J'ai une question un petit peu pour éclairer notre auditoire. Souvent les familles, lorsqu'on parle d'ECT, ont très peur en fait, parce que c'est vrai que c'est une technique qui a mauvaise presse dans l'opinion publique, qui est associée un peu à des aspects un peu coercitifs de la psychiatrie. Est-ce que tu peux nous donner, en tant que médecin, nous, quelques arguments tout simples pour rassurer les familles?
Merci beaucoup pour ta question, Caroline, parce que pour nous, c'est un souci quotidien, tout d'abord de rassurer les personnes qui en ont besoin et leurs familles. Donc, premièrement, je pense que déjà, ce qui est important, c'est d'avoir l'information la plus claire et transparente possible et de pouvoir avoir accès déjà à des notices d'information, hein, qui sont faites. Alors, par exemple, je- j'en réfère à des films qui sont faits par des équipes, notamment l'équipe, par exemple, du docteur Clélia Kiles, sur l'hôpital de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, qui sont consultables tout à fait en accès libre sur Internet et qui permettent vraiment, on parlait de consultation blanche tout à l'heure, aux patients et leurs familles de voir comment se déroule un soin qui nous fait partie de notre pratique courante. La première chose, c'est être bien informé et pouvoir poser toutes les questions qu'on veut aux médecins et à l'équipe qui s'occupe de ce soin. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est d'avoir un temps de réflexion qui est proposé au patient et aussi à sa famille. Donc nous, quand on propose ce soin, on demande toujours, on conseille aux patients d'en parler à leur médecin traitant, leur psychiatre s'ils en ont un de référent, d'en parler autour d'eux, parce que c'est très important, ça permet aussi d'avoir un retour extérieur. Et puis troisièmement, on fait aussi visiter les locaux lorsque c'est possible aux différentes personnes pour leur montrer la machine, leur faire rencontrer l'équipe soignante, donc les infirmiers, le cadre de santé, pour leur permettre on va dire, de les rassurer, comme tout soin qui peut être un peu méconnu et donc pour lequel on peut imaginer des choses qui ne sont pas du tout réelles, on va dire, dans les films qu'on peut voir ou bien la littérature qui présente les choses sous un angle artistique ou culturel, mais qui ne présente pas, qui est souvent très loin et très éloigné de la réalité. Et je crois qu'il faut vraiment rappeler que si on propose ce soin, c'est vraiment dans une indication et c'est pour permettre de sortir d'un état de maladie très, très handicapant, qui fait souffrir tout le monde et qui des fois permet aussi de sortir de situations qui pourraient être un peu inextricables. On parlait tout à l'heure de longues hospitalisations, vous parlez tout à l'heure de personnes qui ont du spectre de l'autisme et qui ont des conduites d'automutilation, qu'on est obligé des fois de traiter avec de nombreux médicaments, voilà, de mettre des contentions pour éviter qu'il se fasse du mal. Donc, ça fait plaisir à personne, évidemment, à la personne concernée, ni aux soignants, ni aux proches qui s'en occupent. Et donc, ces techniques-là, dont le CT, puisque c'était ta question, Caroline, permettent vraiment d'apporter un éclairage nouveau et surtout de l'espoir. Alors, évidemment, ces techniques ne sont pas des techniques magiques, ce ne sont pas des techniques miraculeuses, mais elles méritent vraiment d'être envisagées comme un outil thérapeutique lorsque on est dans certaines situations un petit peu bloquées et en impasse thérapeutique et on n'arrive plus à penser bien comme il faut. J'espère avoir répondu de façon concise à ta question. Oui, alors je vais me permettre d'ajouter que si je suis aux côtés du professeur Sauvaget, c'est que, en fait, moi, je suis parent et que justement, c'est aussi pour participer à cette démystification. Il faut sortir de Orange Mécanique et puis surtout de cette représentation. Et puis surtout, comme vous le disiez, Anne, les personnes à qui ça peut être prescrit sont des personnes qui quand même sont dans des états compliqués sur lesquels on a attesté des tas de médicaments qui ne fonctionnent pas, qui ont eu des effets délétères et dont il faut sortir de cette spirale mortifère. Et puis moi, alors, je commence à être un parent un petit peu âgé dans l'histoire des troubles du neurodéveloppement. Et en fait, tout ce qui touche à la tête, ça fait peur. Alors voilà, les psychiatres, votre métier, c'est de faire peur. Donc voilà, et surtout, tout le monde a son avis. C'est-à-dire que vous pouvez parler à tout le monde dans n'importe quel, vous allez chez votre boulanger, dans vos amis, dans toi, vous dites je prends tel médicament, il faudrait faire ça. Absolument, tout le monde a son avis, même s'il n'a jamais. Mais ça, c'est très spécifique à tout ce qui tourne autour de la psychiatrie, ce que ne retrouvera pas en chirurgie. Voilà, donc c'est la difficulté de votre métier. Oui, ça, quand je parlais par exemple de neurologie, je connaissais souvent la stimulation cérébrale cérébrale qui consiste dans l'implantation voulait intervenir. d'anesthésie locale pour des patients qui souffrent de maladies de Parkinson très invalidantes. Donc, toutes ces techniques de neuromodulation sont utilisées également dans d'autres disciplines et d'autres pathologies également.
Merci. Alors, la personne qui a levé la main, qui souhaitait intervenir, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Françoise Neuhaus de l'association Génération 22. Donc, ça concerne le syndrome de délétion 22q11. Et donc, j'avais une question. Pourquoi on ne pourrait pas bénéficier de ces techniques si on n'est pas dans la sévérité, mais dans une situation quand même invalidante, c'est-à-dire sous clozapine avec des problèmes d'épilepsie et une vie quotidienne absolument vraiment difficile. Qu'est-ce qui empêche ça? Oui, alors merci pour votre question parce que c'est une question qu'on se pose tous les jours dans notre pratique clinique et puis aussi dans la conception des études. C'est-à-dire, on essaye de trouver un compromis entre, on va dire, les thérapeutiques qui sont connues et validées, donc par exemple les techniques psychothérapiques et les techniques médicamenteuses, et cet arsenal très différent. Vous avez vu, on a parlé que de 3 techniques de neuromodulation, mais vous avez vu sur le tableau du début, il y en avait d'autres, et encore, on n'a pas parlé des futures techniques de neuromodulation avec infrarouge, avec ultrasons. Donc ça, c'est le futur dans 10, 20 ou 30 ans. Donc ces nouvelles techniques qui ont toute leur place en tout cas dans le questionnement de à quel moment on peut les proposer. Est-ce que c'est justifié de les proposer dès le début et ne pas attendre les cas les plus sévères? Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est très important de pouvoir étudier leur efficacité et leur tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer de façon péremptoire et définitive qu'on pourrait proposer, donc dans le cas précis que vous avez évoqué, cette technique en alternative, par exemple, à la clozapine ou en alternative à un autre traitement médicamenteux. Et ça mérite vraiment, j'ai envie de dire, un examen au cas par cas. C'est-à-dire s'il y a des personnes qui se posent des questions, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter son psychiatre qui est là aussi pour donner des conseils et surtout chercher à bien comprendre s'il y a un diagnostic de dépression, un diagnostic d'hallucination résistante, s'il y a une schizophrénie surajoutée, s'il y a des troubles obsessionnels compulsifs, s'il y a des troubles anxieux, et j'en passe, pour regarder aujourd'hui dans la littérature, donc dans les niveaux de preuve, si la technique, en premier lieu non invasive, par exemple la TDCS ou la RTMS, pourrait être proposée. Et je pense que, voilà, comme on le disait sur la diapo de la fin, il faut vraiment poser un diagnostic, regarder ce qu'il est sérieux de proposer, et puis de l'articuler avec les autres thérapeutiques qui existent, qu'elles soient médicamenteuses ou psychothérapiques. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question, où peut-on être soigné? Où trouve-t-on ces techniques? Où peut-on Alors, alors en premier lieu, je pense que c'est important de se référer auprès de son médecin traitant et auprès de son psychiatre traitant. Tous les CHU, donc il y en a à peu près 1 ou 2 par région, disposent de plateaux techniques. Il y a aussi des établissements de santé, donc soit publics de santé mentale, soit des hôpitaux généraux qui ont des services de psychiatrie qui proposent des plateaux techniques. Alors vous pouvez trouver une cartographie avec des adresses sur le site de l'AFPBN, donc l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie. On a fait une petite cartographie. Cette liste n'est pas exhaustive. Et puis également, en vous rapprochant de votre médecin psychiatre qui, en général, est en lien avec ces plateaux techniques de psychiatrie interventionnelle. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question avant de conclure ce webinaire de Madame Marchetti qui demande qu'est-ce qui peut être proposé en cas d'effet secondaire mal supporté? Céphalée, fatigue, troubles cognitifs. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord examiner l'intensité de ce symptôme rapporté. Par exemple, si quelqu'un se plaint de céphalée pendant une cure de stimulation magnétique transcrânienne, on va souvent conseiller de prendre un paracétamol avant. C'est assez souvent transitoire. Si le patient se plaint plus d'avoir de risques ou en tout cas de mésaventures avec le traitement par rapport aux bénéfices escomptés et qui refuse de continuer le traitement, évidemment, on ne va pas continuer un traitement qui ne serait pas accepté par le patient, sauf dispositif très particulier de soins sans consentement qui reste très marginal pour la RTMS et la TDCS et un petit peu plus présent
pour le CT, puisque dans certains cas, les troubles du discernement font que le patient n'est pas à même de choisir entièrement ces indications. Et puis après, on va toujours chercher des alternatives. Donc, on va regarder si, par exemple, le traitement médicamenteux associé est bien adapté. On va se poser la question de faire un switch vers une autre technique de neuromodulation. Très souvent aussi, on a des staffs entre plusieurs spécialistes de la question pour réfléchir à plusieurs, parce que c'est toujours bien mieux de réfléchir à plusieurs. En tout cas, on essaye de s'adapter au cas par cas et c'est vraiment ce qu'on essaye dans notre approche personnalisée de la médecine et des patients. C'est super. Merci encore, professeur Anne Sauvager, mesdames Adélaïde Prévotel et Sophie Viette pour vos interventions qui étaient très éclairantes sur la question de la neuromodulation et de son intérêt dans les maladies rares du neurodéveloppement. Donc, on conclut ce webinaire et je vous rappelle que cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner également à notre newsletter et de nous suivre sur LinkedIn si vous voulez avoir toutes les actualités du réseau Génopsy. Retrouvez-nous également le 4 juillet prochain pour le webinaire qui portera sur l'intérêt du bilan neuropsychologique dans les maladies rares et qui vous donnera toutes les clés pour pouvoir lire les comptes rendus neuropsychologiques. Voilà, à bientôt sur le réseau Génopsy.